Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre le scénario. Je suis ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo. Je vais vous montrer comment structurer facilement votre scénario avec la structure en 3 actes. C'est quelque chose que vous avez appris certainement au collège ou au primaire, mais que vous n'avez peut-être pas intégré. Et on va revenir sur les notions de base de structure en 3 actes, de nœud dramatique, d'incident déclencheur et de climax, pour que vous ayez une vision globale de votre scénario qui va vous aider à structurer plus facilement votre histoire. Alors tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Timothée, je tiens le site Apprendre le scénario et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le connaissez. C'est un site qui est lu par plus de 1000 lecteurs chaque jour. J'ai écrit également le livre qui s'appelle « Écris enfin ton film » que je vous invite bien entendu à découvrir. Et je suis un jeune scénariste diplômé en master en cinéma. Alors, n'oubliez pas de télécharger gratuitement tous vos petits cadeaux sur le scénario, comment écrire une note d'intention, comment construire votre personnage, des modèles de mise en page pour votre scénario. Tout ça, c'est dans la description. Et sans plus attendre, on va commencer avec la structure en 3 actes. La structure en 3 actes, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez, je pense, mais on va revenir un petit peu aux origines. Les histoires, qu'est-ce que c'est? Les histoires, on en raconte tout le temps. C'est un langage presque à part entière que l'être humain a développé au fur et à mesure du temps. On sait que on racontait déjà au coin du feu chez les hommes préhistoriques des histoires, on dessinait, on racontait de cette manière, et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et l'utilisation de l'histoire, du storytelling, et même chez Apple, on raconte des histoires avec des héros atypiques tels que Steve Jobs, on raconte des histoires quand on est en famille pour faire rire les enfants, ou même pour raconter une dernière anecdote, et on structure de manière maintenant quasi intuitive notre histoire. Mais il est toujours bon de revenir à la source. Alors, cette façon de raconter des histoires, on l'a dans le sang. Pourquoi est-ce qu'on l'a dans le sang? Puisque le langage émotionnel que va créer l'histoire va permettre ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire la possibilité d'expérimenter à travers une histoire une expérience émotionnelle qui va nous enrichir. J'ai donné un exemple tout bête. J'ai tendance à avoir des idées vraiment prononcées de gauche. C'est pas du tout le sujet du jour, mais bon, j'ai tendance à avoir des idées de gauche. Mais j'adore le Loup de Wall Street. Alors là, vraiment, on est sur quelque chose de complètement dissonant par rapport à ma pensée générale. Mais le Loup de Wall Street, à chaque fois que je le regarde, ça appelle chez moi quelque chose très capitaliste. On est vraiment sur quelque chose d'extrême, mais qui va me permettre pendant 2h30, 3 heures peut-être le film, d'expérimenter ça de manière excessive. Et après, à la fin, je me suis dit, je l'ai vécu. Pendant 3 heures, c'était très agréable. C'était l'excès, l'opulence, l'argent, tout ce que la société peut nous vendre au quotidien, qui est un modèle de réussite extrême finalement, presque pas forcément français, plutôt américain, mais c'est un modèle qu'on nous bourre dans la tête sur Internet, sur les livres, etc. Et bien là, je vais pouvoir expérimenter ça et m'en faire un avis. Et pourtant, je ne suis pas du tout ni trader, ni ce que vous voulez. C'est juste l'expérience qui va m'amener cette catharsis et qui va me permettre d'expulser des envies, de comprendre mieux la psychologie de quelqu'un, de comprendre mieux l'âme humaine. Et c'est ça, c'est à ça que sert une histoire. C'est de partir d'un constat rationnel sur des personnages et de revenir à quelque chose d'émotionnel, puisque l'émotionnel va bien plus vous impacter que le rationnel. C'est le langage émotionnel, donc la capacité à créer de l'émotion qui va chez nous créer une réaction très forte et un questionnement. Là où l'inverse ne marche pas trop. Si vous racontiez une histoire très rationnelle, c'est pas très intéressant. Mais si vous parlez de l'âme humaine, si vous faites des rebondissements, si vous faites pitié avec votre personnage, si vous créez un personnage empathique, là on va pouvoir s'identifier et vivre une expérience humaine à travers l'autre. Alors, les bases de la structure en 3 actes. Déjà, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'Aristote. Aristote prenait ce constat, bon c'était il y a très longtemps, maintenant ça va paraître peut-être simplifié, simplissime, mais Aristote disait qu'une bonne histoire a un début, un milieu et une fin. Bon, ça on est plutôt d'accord avec ça, mais il avait déjà cette idée qu'il y avait 3 segments qui constituaient une bonne histoire. Chaque acte, donc chaque segment, joue un rôle différent. Le premier sert de lieu d'exposition. C'est à ce moment-là qu'on va exposer nos personnages, notre situation initiale, et pouvoir créer une arène dramatique propice à notre histoire. L'acte 2, donc ce deuxième espace, va servir de confrontation. Notre personnage va évoluer dans une arène en plein conflit pour prouver sa valeur, comprendre des choses sur lui et réaliser son objectif. Enfin, le troisième segment est le dénouement.
lui, dans son idée, on parle d'Aristote, il y a eu plein de théoriciens après lui, bien entendu, mais c'est toujours bon de revenir à ça. Le dénouement, ça va être comment notre personnage va revenir à son état initial, donc dans sa situation initiale, en ayant changé. Qu'est-ce que cette histoire lui a apporté dans sa vie courante? C'est ça la question de cet acte 3. Aristote part du principe que chaque acte va servir à créer une émotion particulière et singulière. Je vais l'expliquer très sommairement, mais c'est toujours important de le savoir. Le premier va être la peur. Le premier acte va servir de peur. On va avoir peur pour le personnage et on va se dire mais qu'est-ce qui va lui arriver? Il va y avoir un problème, on va avoir peur pour lui. Enfin, le deuxième acte va servir à créer de la pitié. Quand il dit pitié, je pense qu'il parle bien plus d'empathie, mais il y a effectivement de la pitié, de l'identification à ce personnage qui est face à des conflits qui sont difficiles, et là on va avoir pitié pour lui. Et enfin, l'acte 3, au moment du dénouement, on va ressentir un profond soulagement. Le conflit est passé, le personnage a changé et a réglé ses problèmes. C'est quand, par exemple, on remplit sa feuille d'impôt, et quand on l'a fait et qu'on l'a envoyé, soulagement. Voilà, c'est ça à peu près ces 3 actes, mais je vais venir les découper de manière un peu plus précise pour que vous compreniez bien. Alors l'acte 1, on l'a dit, c'est l'exposition. Il sert à planter au début ton histoire. C'est-à-dire, les personnages principaux, on les introduit. Les personnages secondaires, on peut en introduire quelques-uns, il y en a d'autres qui peuvent arriver et découler tout au long de notre histoire, mais on va quand même principalement s'intéresser à notre personnage principal en expliquant qui il est, quel rapport il entretient avec les autres, est-ce qu'il a des problèmes dans sa vie qu'il a du mal à gérer, ça peut être des problèmes extérieurs, des problèmes intérieurs, est-il, je ne sais pas, excessivement jaloux, est-il peut-être trop gentil, il a peut-être besoin de se recalibrer vis-à-vis de ça. Il faut qu'on comprenne intérieurement quel est son problème. Je pense notamment à Harry Potter qui, on le voit au début de Harry Potter 1, a du mal à s'intégrer, il n'est pas valorisé dans sa famille, il n'est personne et il a besoin de cette construction. Et c'est ce que va lui apporter cette histoire de trouver une famille, qu'importe s'il y a un lien de sang, mais trouver un endroit où il se sente apprécié et valorisé et à sa place. Donc on part d'un personnage principal qui va mener une quête et qui va essayer d'atteindre un soulagement, c'est-à-dire l'acte 3. Je me perds un petit peu, je m'égare, j'ai lu la mauvaise ligne. Donc on va présenter une situation qu'on va appeler dramatique. Quel va être le problème? Il va y avoir un problème dans la fin de l'acte 1 et notre personnage va devoir le résoudre tout au long de l'histoire. Il va y avoir ce qu'on appelle un incident déclencheur qui va amener notre personnage à rompre l'équilibre de sa vie et qui va devoir le résoudre. On a finalement un bouleversement dans la vie du personnage principal. C'est quelque chose qui va arriver de manière assez soudaine, presque comme un Deus ex machina qui va venir du ciel. Ça va être, je sais pas, un gain au loto, l'apparition d'un frère inconnu qu'on ne connaissait pas, la perte brutale d'un proche, quelque chose vraiment de très soudain et qui va forcer le héros à sortir de sa routine. D'accord ? On va essayer de le diviser aussi mathématiquement. L'acte 1, ça représente 25% environ de votre histoire. Enfin, vient l'acte 2, ce qu'on appelle, encore une fois, la confrontation. C'est la partie la plus longue du film. Si je reprends des termes statistiques, on est à 60% à peu près du film. Et c'est à ce moment-là que le personnage va évoluer, se confronter à ses problèmes et résoudre, ou du moins essayer de résoudre la quête afin d'arriver à trouver ce nouvel équilibre. L'intention et la tension dramatique va être progressive. On va avoir des petits problèmes, des gros problèmes, parfois de gros échecs, parfois de grosses réussites, mais on va arriver petit à petit à un point culminant qu'on appelle le climax. Le personnage doit alors affronter cette dernière épreuve pour atteindre une nouvelle forme de stabilité, c'est le combat final. Encore une fois, je fais une parenthèse, on est chez Aristote, on n'est pas chez d'autres théoriciens. On retrouve souvent d'ailleurs, et je vous le ferai dans une autre vidéo, le climax plutôt dans l'acte 3, mais chez Aristote, on est à la fin de l'acte 2. C'est toujours bon à savoir, ne vous perdez pas là-dedans, chaque théoricien a ses idées, vous pouvez d'ailleurs vous aussi avoir les vôtres, il n'y a aucun problème. L'acte 3, c'est le dénouement. L'intrigue va toucher à son terme, il y a deux issues possibles, soit la victoire, soit la défaite du héros. A-t-il résolu son objectif principal?
A-t-il perdu, par exemple, dans son combat final, qui n'est pas forcément, comment dire, un combat avec des épées, hein, ça peut être un combat juste de parole, un discours, une confrontation avec un membre de la famille pour se dire les choses une bonne fois pour toutes, ça peut être une confrontation finale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est chez Aristote, il dit soit il y a victoire, soit il y a défaite. Mais il peut y avoir un entre-deux, c'est-à-dire que le personnage peut réussir sa quête principale, mais ne pas réussir à lui-même se transcender grâce à cette histoire et lui-même changer. C'est des choses qui arrivent. Ou à l'inverse, ne pas réussir sa quête, donc ne pas obtenir ce qu'il voulait au départ, mais obtenir quelque chose de bien plus important et qui va être interne et une richesse intérieure. C'est-à-dire un personnage va peut-être vouloir, je sais pas, être millionnaire, et à la fin de l'histoire, on se rend compte qu'il est devenu super pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné une présence avec sa famille, il a gagné, je ne sais pas, il a compris que ça ne lui mènera à rien, que son bonheur était juste avec sa famille, avec ses enfants. C'est ce genre de choses qui sont aussi possibles, ça n'a pas à être aussi binaire. On peut, à la fin du dénouement, exposer quelque part une morale. Là, encore une fois, on est chez Aristote, mais il y a une réponse thématique. On a un grand thème et à la fin, on va amener cette réponse morale. Certains n'apprécient pas le terme, mais c'est souvent le cas. Dans une histoire, on a quelque chose de l'ordre de la morale. Par exemple, dans Harry Potter 1, qui est vraiment un exemple de scénario très, je dirais pas superficiel, parce que j'adore ce film, mais très simple finalement dans la structure. À la fin, Harry dit j'ai enfin trouvé ma famille. Il a trouvé la famille auprès des siens, auprès des sorciers, auprès de ses amis. Donc là, il a trouvé enfin un endroit où il était à sa place. Et on ne parle plus du « Ah tiens, j'ai enfin battu Voldemort ». Ce n'est pas du tout la question. À la fin, il a trouvé la morale de l'histoire, c'est que la famille, ce n'a pas à être un lien de sang. On peut créer des liens familiaux avec des gens qui ne sont pas liés, à proprement parler, à notre sang. Donc cette conclusion, c'est l'acte le plus fort de la structure. On est sur 15% de l'histoire et on arrive du coup à la fin de l'exposition telle que Aristote nous le définit. On va complexifier tout ça au fur et à mesure. Je ne pense pas t'avoir appris grand-chose avec la structure en 3 actes de Aristote et c'est pour ça qu'on va passer maintenant au deuxième segment de cette vidéo. On va parler des notions fondamentales. Dans un scénario, vous allez avoir ce qu'on appelle des nœuds dramatiques. Alors, certains en comptent 2, moi j'aime bien en compter 3. Donc il va y avoir un nœud dramatique à la fin de l'acte 1, il va y avoir un nœud dramatique juste avant l'acte 3, et j'en compte un troisième qui est souvent appelé pivot, qui est le nœud dramatique du milieu de l'acte 2. Un nœud dramatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le moment où le personnage va se fixer un objectif, et on va avoir un système de rebond. C'est-à-dire qu'à la fin de l'acte 1, par exemple dans Star Wars, celui qui est sorti en 1977, Luke Skywalker, il se retrouve, sa famille est décédée, lui il rêve d'aller dans l'espace, et il y a Ben Kenobi qui lui dit viens avec moi, je ne sais plus quelle est la ville, je crois que c'est Coruscant, il lui dit viens avec moi à travers la galaxie, on va aller à Coruscant. Et bien c'est ça le premier objectif. Il dit ok, on voit cette image où il regarde le ciel avec ses planètes là et qui dit je viens avec vous. Donc là on a un objectif. Pareil dans Harry Potter, il y a Hagrid qui dit à Harry, il arrive dans cette espèce de tour au plein milieu de la mer et il lui dit tu me suis ou tu me suis pas, à moins que tu préfères rester avec les Dursley qui sont absolument odieux avec toi. Est-ce que tu veux découvrir le monde magique de Poudlard ou alors est-ce que tu veux rester? Et on voit Harry qui regarde à droite, puis qui regarde à gauche et qui décide de suivre Hagrid. Donc on a ce nœud dramatique, c'est face à une nouvelle information, le personnage principal va se donner un objectif à suivre. Donc ça va être l'objectif externe. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là on va avoir une série d'objectifs et les nœuds dramatiques, ça va être des moments très importants où le personnage va prendre une décision. Au milieu de l'acte 2, il y en a un, c'est-à-dire que l'objectif qui était donné à la base va pivoter. On l'appelle le pivot, moi je l'appelle nœud dramatique. Ça c'est du langage, hein. Ne vous fiez pas à chaque mot, vous allez peut-être avoir des mots différents en fonction des livres que vous avez lus, en fonction des personnes qui vous ont enseigné la dramaturgie. Ça c'est vraiment, il ne faut pas s'y perdre, hein. C'est juste du vocabulaire, le concept reste le même. Mais du coup, au pivot, ce que je voulais vous dire,
c'est qu'on a un rebond vraiment très important, c'est que le personnage s'est donné un objectif et cet objectif va complètement varier. On va avoir, il s'est rendu compte que son objectif principal, soit il était atteint, soit il n'était pas atteint, ou soit il faut le changer. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose qu'on appelle aussi le coin du feu. Les personnages vont discuter et dire mais en fait on devrait peut-être prendre une autre stratégie et prendre un autre objectif. Donc ça va être le pivot central. On a aussi juste avant l'acte 3 la décision finale, c'est-à-dire l'objectif va être d'affronter l'ennemi final. Grâce à tout ce qu'il a appris, notre personnage principal va affronter le boss final de plein fouet. Il va venir en face de lui et l'affronter. Et ça va être le pivot final. Donc il va avoir extrêmement peur, il va avoir peut-être beaucoup de doutes, mais il va être soutenu par ses proches et se dire allez, j'y vais, j'ai peur, mais j'y vais. Et ça, c'est presque le plus important de tous les nœuds dramatiques, c'est de venir affronter le problème et essayer de le résoudre une bonne fois pour toutes et pas de manière partielle ou incomplète. D'accord ? Cette image de rebond, moi je l'aime beaucoup puisque les termes souvent en dramaturgie sont très compliqués. On a incident déclencheur, climax, des choses comme ça qui ne sont pas forcément intuitives. Donc j'aime bien la logique de rebond comme un ping-pong, voilà, avec un personnage qui changerait de cap. Vous vous rappelez du jeu Pong ? Et ben voilà, ça serait une balle qui ferait pop, 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 pop. Et bien ça c'est assez intéressant, c'est qu'on a toujours ce fil directeur qui va venir aider notre personnage à se donner des objectifs, les réussir ou non, et à changer de cap à chaque fois. Qu'est-ce que je vous ai écrit d'autre ? Ah oui, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est d'expliquer le concept de ce jeu de ping-pong de cette manière. On a, par exemple, le personnage prend la décision de... On ne sait pas ce que c'est. Donc là, on va avoir un nœud dramatique, mais après avoir essayé de résoudre le problème sans succès de cette manière, décide de nouveau nœud dramatique. Cette décision lui apporte une petite victoire, mais elle est insuffisante. Toutefois, le héros apprend quelque chose de significatif sur lui-même. Transformé, il décide de. Si vous devez structurer votre synopsis, pensez toujours à ça. C'est vraiment très important. Ça paraît extrêmement simpliste, mais ça ne l'est pas. Il décide de. Parce qu'il a appris ça, il décide de. En ayant cette nouvelle information, il décide de. Si vous n'avez pas ce fil directeur, il va être très compliqué de construire votre histoire. C'est toujours ce raisonnement. En apprenant ça sur lui-même ou en apprenant ça sur le monde extérieur, il décide de. Voilà, ça, on est dans une définition extrêmement simple, mais très efficace de ce qu'est un nœud dramatique. Enfin, il y a deux termes qui me semblent extrêmement importants à comprendre ensemble, c'est l'incident déclencheur. On en a rapidement parlé, l'incident déclencheur et le climax, pour que vous ayez une vision assez simplifiée, hein, bien sûr, mais précise également, qui permettra de peut-être avoir quelques déclics dans votre tête sur comment structurer votre histoire. Dans la dramaturgie, que je vous invite à lire, qui est un livre de Yves Lavandier, il introduit le concept d'incident déclencheur de cette manière. Quand on raconte oralement une histoire, ou quand on la résume, il vient souvent un moment où le narrateur dit « un jour » ou « jusqu'au jour où ». Donc c'est ça l'incident déclencheur. C'est un bouleversement dans la vie de notre héros. Il se positionne dans l'acte 1. Donc on a un événement, une surprise, un accident qui va déclencher l'action. L'incident déclencheur vient rompre l'équilibre de la vie de ton héros. Il tombe du ciel, il y a quelque chose de hasard, d'inattendu, voilà, qui va tomber du ciel dans la vie du héros. Là en ce moment je suis en train de lire la biographie de Mohamed Ali. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, bon alors je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais Mohamed Ali apparemment serait allé à une sorte de fête du village. Son père lui aurait acheté pour quelques dollars un vélo tout neuf, il en était très fier, et il l'a garé devant cette fête du village, il a mis un cadenas, et en sortant de la fête du village, eh bien il n'y avait plus de vélo. Là vous me dites, quelle importance. Lui, il avait très peur parce que son père était très violent et il ne savait pas comment exprimer ça à son père et pas se faire engueuler derrière, parce qu'il venait de perdre son vélo, mais il pouvait avoir un impact significatif sur sa vie. Et là, il commence à pleurer, il va voir quelqu'un, il dit « on m'a volé mon vélo ». Et la personne lui dit « va voir telle personne, peut-être qu'il saura ». Et cette personne, c'était un prof de boxe. Donc il se retrouve dans une salle de boxe, il n'était jamais allé dans une salle de boxe,
Et là, cet homme-là le raisonne, le rend plus calme face à la situation. Et surtout, Mohamed Ali, donc Cassius Clay à l'époque, voit cette salle de boxe. Et là, il se dit « Waouh, c'est incroyable, il vient de découvrir quelque chose. » Vous voyez comment sa vie a basculé et il est devenu le champion du monde poids lourd le plus connu de tous les temps. Et donc, si on n'avait pas volé le vélo de Mohamed Ali, peut-être qu'il ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu et ce qu'il était appelé à être finalement. Et ça, dans la vie, on en a souvent des événements comme ça. Alors bon, là, je vais prendre un événement qui est moins probable, mais admettons que vous ayez des problèmes d'argent et vous allez jouer au loto et là, vous gagnez au loto. Vous devenez multimillionnaire du jour au lendemain. Vous voyez le bouleversement? Vous avez fait une action très simple et là, vous tombez des nues, vous venez d'être multimillionnaire. Mais comment vous allez réadapter votre vie? Vous qui étiez peut-être dans une situation où les choses étaient compliquées, mais vous étiez peut-être plus proche de votre famille, ben là, votre vie va être bouleversée par une somme conséquente et ça va bouleverser votre vie. Et comment vous allez vous reconstruire après cet événement? C'est d'ailleurs ce qui est montré souvent dans les films humoristiques. Je pense aux Tuches. Les Tuches, c'est une famille française qui s'aime énormément, qui sont certes très pauvres, mais qui s'aiment énormément et qui se perdent après avoir gagné 100 millions d'euros dans la définition du bonheur. Ils trouvent le bonheur dans l'argent, dans la richesse, alors qu'ils se rappellent, ils ont oublié le plaisir qu'ils avaient à passer du temps simplement ensemble. Et ça c'est un incident déclencheur qui marche très bien. Donc qu'est-ce que vous voulez mettre vous dans votre histoire qui va venir déclencher l'action, qui va perturber votre personnage principal et qui va l'amener à changer, à prendre des choses sur lui-même? Donc, il y a on va quand même résumer un petit peu tout ça. On a un héros qui est dans une situation d'équilibre. Ça ne veut pas dire une bonne situation, hein. C'est une situation avec des failles et des problèmes. D'ailleurs, il faut les exposer. Et cet équilibre va être bouleversé par un événement extérieur. Et la question maintenant est de savoir comment trouver ce nouvel équilibre. Maintenant, on en vient au climax. J'aime bien cette phrase, alors je ne sais pas où je l'ai lu, je crois que c'était dans un blog, mais je m'excuse si je l'ai plagié. Si la dramaturgie était une partie d'échec, le climax serait le moment d'échec et mat, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire avec une réussite ou un échec. Dans les blockbusters, on a le climax qui est souvent une grosse bataille qui réserve son lot de surprises avec la confrontation au sommet. Le héros fortifié par ses nouvelles compétences est décidé à affronter l'antagoniste en face à face. On va avoir Spider-Man contre comment il s'appelle? C'est pas le géant vert. Non, c'est pas le géant vert, c'est les petits pois, je crois. C'est le monstre, le fou vert, le clown vert, ou je ne sais pas, ou Batman contre Bane, vous voyez. Ça va être toujours des grands combats, le combat final, le boss de fin, ou alors une confrontation très simple, c'est-à-dire un père qui n'a pas vu son fils et voilà, qui va enfin voir son fils depuis très longtemps. Ils vont enfin se dire les choses et résoudre un problème qui date depuis 10 ans, je ne sais pas. C'est ce genre de choses qui vont faire un bon climax. Le climax, c'est le moment où les deux trains se rentrent dedans, celui de l'antagoniste et celui du personnage principal. C'est le moment finalement d'en finir. On applique les leçons apprises, donc la leçon que va découvrir sur lui-même le personnage. Je reprends les Tuches, c'est très simple, c'est juste l'argent ne fait pas le bonheur et la richesse se retrouvent dans la famille. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils vont expérimenter et à un moment peut-être oublier, ce qui va leur créer beaucoup de problèmes. Et c'est ça les leçons qui vont être apprises tout au long d'une histoire. Là, je prends vraiment des exemples très simples. C'est là que le personnage maîtrise ses propres faiblesses. Il s'agit d'un renversement final de l'ancien monde et de la création du nouveau monde. On est sur une citation de Blake Snyder. Tout ceci grâce au héros qui mène la danse en fonction de ce qu'il a appris au cours de son passage dans le monde hypothétique de l'acte 2. Alors là, c'est le livre Les règles élémentaires pour l'écriture du scénario de Blake Snyder que je vous invite à lire bien évidemment. Il s'agit du combat final durant lequel le héros met en pratique ce qu'il a appris. Il prouve qu'il a bien retenu les leçons apprises durant l'aventure. Le climax est un point de non-retour vers la fin de ce voyage. Le protagoniste est dos au mur, donc il y a vraiment une notion très importante, on y reviendra, où le personnage est obligé d'affronter l'antagoniste et de résoudre le conflit.
Le climax donne du sens à l'intrigue et montre le choix du héros, affronter son problème. Il fait preuve donc de beaucoup de courage. Il suit la prise de conscience du héros et le climax remplit un rôle de point culminant dans l'arc transformationnel du héros. Ça fait beaucoup de mots très compliqués et dans une autre vidéo, je vous les expliquerai plus en détail. Je voulais simplement vous faire un tour d'horizon. Alors, voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous en ferai plusieurs pour vous expliquer tout ça. J'espère que cette introduction ne vous a pas trop perdu. J'ai essayé de vous montrer globalement les notions de base pour que vous ayez une lecture, que ce soit de mon livre ou alors le livre d'autres théoriciens certainement plus expérimentés que moi, mais que vous puissiez avoir des notions élémentaires pour bien comprendre les bases de la dramaturgie. Il y a quelque chose, si vous avez beaucoup d'expérience, peut-être vous vous êtes rendu compte que vous aviez des problèmes de l'ordre du langage ou alors effectivement du vocabulaire, de la façon dont on structure tout ça. Là, c'est vraiment un tour d'horizon. J'ai fait exprès de rester relativement sommaire et presque flou, je dirais, et je reviendrai en détail sur la structure parce que cette série de vidéos vise à vous faire comprendre la structure et je pense qu'il était important de commencer déjà par là pour bien revenir sur les bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder aussi mes fiches récapitulatives qui vous permettent de tout apprendre sur comment écrire un scénario, le financer, trouver un producteur. C'est des fiches illustrées et ludiques. Ça existe également en formation audio. Il y a le poster de structure qui s'appelle la carte du scénariste et Storyboard It qui vous attendent. Juste en dessous, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Apprendre le scénario.